Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. Le ministre des Travaux publics était sur le tronçon Pont-Kaka-Koya. Cette partie victime d'éboulement a perturbé le trafic sur la nationale numéro 1. Des travaux de réhabilitation sont en cours. Lancement ce matin de la campagne de vaccination contre la rage. Elle va toucher les zones à haut risque. Les agents vétérinaires sont déjà sur le terrain dans la commune de Matoto. Éducation, de nouveaux bacheliers session 2019 compétissent pour intégrer l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. D'ailleurs, 9 Guinéens de la première promotion sont admis pour les grandes écoles de Paris et du Maroc. Bonsoir et bienvenue à tous. Hier, un communiqué du ministre des Travaux publics annonçait le réaménagement des horaires de la circulation après les éboulements autour du pont Kaka. Moustapha Naïté s'est rendu sur le site pour constater de visu l'ampleur du problème et le lancement effectif des travaux. Reportage Ansoumane Toumani Camara. Après les travaux de dégagement de la chaussée suite à l'éboulement de la semaine passée, la circulation reprend timidement son cours normal. À cet endroit, non loin du pont Kaka à Koya, la chaussée a été réduite en une seule voie sur le tronçon le plus fréquenté du pays. C'est pourquoi plusieurs véhicules forment une file indienne de part et d'autre. Le ministre des Travaux, en visite sur les lieux, dit partager la souffrance avec les usagers. Encore une fois, je voudrais rappeler que c'est une catastrophe naturelle. Ça arrive partout dans le monde. Quand il y a inondation, quand il y a éboulement de sol, le plus important, ce qu'on attend de l'État, c'est les mesures qu'il faut urgemment prendre pour rétablir la normalité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pour la reprise normale du trafic sur cette portion de la nationale numéro 1, Koya-Kindia, l'entreprise chinoise CRBC a modifié le cours du lit de la rivière pour faire le remblai en béton. Mais cette option n'est pas facile avec la forte pluviométrie de Koya. Une autre solution conventionnelle est envisagée. Au niveau de la plateforme qui a cédé, on ne peut pas faire travailler le béton sous la pluie. Donc la solution qui a été préconisée avec l'entreprise, c'est de faire des caissons de gabion de 12 mètres cubes dans lesquels nous mettons des roches assez lourdes qui pourront constituer des caissons d'environ 20 tonnes pour créer, si vous voulez, 3 étages qui vont être aujourd'hui, si vous voulez, la fondation qui va soutenir cette partie qui a cédé. L'entreprise CRBC prévoit la fin de ses travaux le 2 septembre prochain. En attendant, le tronçon Koya-Kindia reste ouvert à la circulation de 8h à 18h jusqu'à lundi prochain, 2 septembre. Justement, les fortes précipitations enregistrées la semaine dernière ont fait des dégâts importants à Koya. La réaction du gouvernement ne s'est pas fait attendre. 25 tonnes de riz et autres denrées ont été reparties. Plus de 1700 sinistrés ont bénéficié de cette assistance. Reportage Mohamed Lamine Camara. Au pied du mont Kakoulima, dans la préfecture de Koya, les séquelles des inondations survenues le mardi dernier sont toujours visibles. 9 quartiers du centre-ville et un quartier de la sous-préfecture de Mania ont été largement touchés. Des habitations écoulées, des cultures parties à l'eau et des dégâts matériels considérables. À ce jour, les sinistrés sont interdits de toute utilisation d'eau de pluie. Malgré leur état de précarité, les victimes se cherchent à tout prix de l'eau minérale. Certains continuent de partager gîtes et couverts avec les voisins. Dans cette situation, le gouvernement apporte des vivres, des couvertures et des désinfectants. Nous avons apporté de l'huile végétale, nous avons apporté du sucre, nous avons apporté des couvertures, nous avons apporté du savon et dans le stock il y a également des boîtes de conserve, il y a du désinfectant sur eau. Ils l'ont reçu pour pouvoir le transmettre directement à leur population. Ils étaient présents lorsqu'il y a eu les évaluations, ils connaissent tous les ménages qui ont été directement impactés par la catastrophe. La remise de cette assistance du gouvernement se déroule en présence des présidents de conseil des localités touchées. Ils sont plus de 1700 sinistrés pour 284 ménages à bénéficier de ce don. Pour un partage équitable, les dispositifs de distribution sont mis en place par les autorités locales et la Croix-Rouge locale. Nous avons présenté le stock comme venu et nous avons procédé massivement à sa répartition.
Et nous pensons que les denrées seront mises à la disposition des conseils de quartier et des secteurs en présence des ménages victimes de cette inondation. Aujourd'hui, moins de 72 heures, l'État a réagi, le gouvernement a réagi. Ce que nous avons réussi en denrées alimentaires et non alimentaires nous va droit au cœur et ça nous réconforte. Aujourd'hui, le constat révèle que les récurrentes inondations survenues à Conakry et environ ont pour cible principale les constructions aux abords des cours d'eau. Des mesures correctives devraient être envisagées par les autorités contre les occupations anarchiques le long des fleuves et même sous les flancs de montagne. Une campagne inédite en Guinée, la vaccination contre la rage. C'est la première opération du genre. Elle concerne les zones à haut risque. Les vétérinaires sont déjà sur le terrain dans la commune de Matoto. Reportage Karno Maroufba. Le chien, ami fidèle de l'homme, peut représenter une menace. L'animal peut être porteur de rage, une maladie infectieuse et virale qui se transmet à l'homme par la morsure du chien. Une récente étude sur le profil épidémiologique de la Guinée révèle une réalité endémique. Pour la première fois dans le pays, la campagne de vaccination contre la rage va toucher des zones à risque. Les préfectures de Boké, Farana, Nzerekore et la commune de Matoto sont ciblées. Le chien, ce n'est pas un être humain, mais quand tu as un chien, il faut prendre soin de lui. C'est ce que le ministre vient de dire pendant le discours. Quand tu as un chien, il faut avoir les moyens pour le soutenir aussi. Parce que quand il tombe malade, moi aussi je peux tomber malade. Chaque année, puis c'est une année, le vaccin, chaque année, moi je vaccine mon chien. Pour le moment, nous n'avons pas la possibilité de couvrir toute la population canine. Donc nous essayons de choisir les zones à risque. Dans toutes les zones à risque, nous vaccinons là. C'est pour ça qu'on a fait le profil épidémiologique de la maladie. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de cas à Nzerekore, il y a beaucoup de cas à Farana, à Boké, et puis aussi ici à Matoto et d'autres préfectures. Donc dans ces préfectures-là où il y a beaucoup de cas de morsure, beaucoup de cas de rage, même la rage humaine est déclarée dans ces préfectures, nous essayons de vacciner en premier lieu dans ces lieux-là. Pour cette campagne, 2000 doses de vaccins sont disponibles. Pour les agents vétérinaires, l'éradication complète de la maladie d'ici 2030 est l'objectif visé. La FAO appuie le ministère de l'Élevage dans cette campagne. Nous allons profiter de la journée mondiale contre la rage qui sera célébrée le 28 septembre prochain à Farana pour pouvoir lancer aussi une autre campagne en soutien à celui qu'on vient de le faire dans certaines localités du pays en offrant 10 000 doses de vaccins au gouvernement à travers le ministère de l'Élevage. La vaccination est gratuite. Nous la faisons gratuitement et même celle qui va se faire dans 2 mois avec l'appui de la FAO, ça sera dans 2 mois. Cette vaccination, c'est essentiellement sur le budget national. Tenant compte de l'incidence des morsures, des cas de rage canine et humaine notifiés, la ville de Nzerekore occupe le premier rang, Farana et Boké sont en deuxième place avant Koundara, Pita, Fria et Matoto. Et puis la Guinée vient de célébrer la journée internationale de la jeunesse. C'est la ville de Fria qui a accueilli l'événement. Un moment de consultation et de débat. Cette année encore, les réflexions ont porté sur l'employabilité. Le ministre Mokhtar Diallo a écouté le plaidoyer de la jeunesse de Fria. Bakary Bambakonde. Cette journée a été ratifiée le 12 août 1999 par la Charte des Nations Unies afin de permettre aux jeunes du monde de s'exprimer et prendre leur destin en main. Elle vise essentiellement à promouvoir le programme d'action mondiale de la jeunesse, un programme qui s'accentue sur 15 axes prioritaires, entre autres la santé, l'emploi jeune, le VIH/SIDA et l'éducation, d'où le thème de cette année, transformer l'éducation. La jeunesse attend encore plus d'actions et plus de résultats en sa faveur, car comme vous le savez, le manque d'espoir, la rareté d'opportunités pour se réaliser chez eux, pousse plusieurs jeunes à risquer leur vie dans une aventure souvent incertaine pour les uns, parfois fatale pour les autres. La deuxième journée des festivités est consacrée à la formation d'une vingtaine de jeunes à l'entrepreneuriat.
une façon de diminuer le taux de chômage en permettant à la couche juvénile de se prendre en charge et lutter contre l'immigration clandestine qui de nos jours endeuille plusieurs familles en Afrique. L'éducation doit répondre aux besoins des jeunes. Et ça, c'est la première chose pour que les jeunes réussissent dans ce qui va être leur contribution à leur vie et à leur pays. Nous, en Guinée, on a voulu donner un contenu riche et varié à la célébration de cette journée internationale de la jeunesse. Avec notre partenaire UNFPA, nous avons défini un programme intégrant diverses activités. À la faveur de cette journée de la jeunesse dans la cité de la Lumine, il a été question d'encourager les lauréats des différents examens de la préfecture à travers des satisfecits et kits scolaires, mais également ce don de sang des cadres du département de la jeunesse et les jeunes volontaires pour secourir les malades de Sombori. Justice, comment nos juridictions fonctionnent en cette période de vacances judiciaires. Peu de mouvements sont observés dans les cours et tribunaux où nos reporters se sont rendus pour voir l'ambiance actuelle. En ce mois d'août, peu de mouvements sont constatés dans les tribunaux de première instance et cours d'appel du pays. C'est la période des vacances judiciaires. Dans les juridictions, le rythme du travail est en baisse et peu de magistrats sont au poste à l'image du tribunal de première instance de Kaloum. Quand nous travaillons pendant 11 mois, il est normal, comme tout être humain, de marquer un petit repos. Et ce repos, on l'appelle vacances judiciaires. Mais en réalité, les magistrats ne vont pas en réalité en vacances parce qu'il y a toujours des urgences. On ne peut pas laisser les palais de justice vides comme ça. Il y a toujours des infractions qui se commettent, il y a toujours des enquêtes qui se font au niveau de la police et de la gendarmerie, des PV qui sont remontés au niveau du parquet et qui doivent connaître une suite. Le tribunal de Kaloum, implanté au cœur de la capitale, est très sollicité à cette période. Plusieurs dossiers sensibles qui ne peuvent attendre sont devant le doyen des juges pour examen. Au niveau de la chaîne pénale, il y a souvent des dossiers très importants qui font du bruit que nous recevons et que nous traitons. Notamment les dossiers qui se rapportent généralement aux infractions qui sont commises par la presse, par vos confrères de la presse, et également certaines infractions qui sont commises par des responsables politiques. Vous voyez, c'est des hommes publics. Donc dès qu'une procédure les concerne, la presse se met tout de suite en branle et toute l'opinion est branchée et remorquée à cela pour savoir quelle est la suite judiciaire qui en a été réservée. Donc nous traitons effectivement des affaires très sensibles pendant ces vacances judiciaires-là. Les vacances ne concernent pas que les magistrats, mais aussi les fonctionnaires et autres auxiliaires de la justice. C'est le cas des greffiers. Ces derniers chargés d'authentifier les actes des juges assurent également le service minimum. Au niveau du greffe central, il y a toujours quelqu'un, parce qu'un magistrat ne peut pas siéger dans les conditions normales, en procédure, que ce soit en procédure accélérée ou que ce soit en procédure contradictoire, en procédure de fond. Il faut toujours l'assistance du greffier. Sans sa présence, l'acte n'est pas authentifié. C'est lui qui garantit la procédure judiciaire, le greffier. Donc c'est pourquoi au niveau du greffe central, il y a un greffier qui est là pour assumer les fonctions de greffe où chaque fois qu'il y a audience et chaque fois qu'il sied d'assistance des magistrats. Au siège du ministère de la Justice, le constat est le même. Ici, les quelques rares fonctionnaires qui s'occupent des urgences s'attellent à la préparation de la prochaine rentrée judiciaire prévue pour ce mois de septembre. Éducation, l'actualité, c'est le recrutement de bacheliers session 2019 pour l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Le concours concerne les profils mathématiques et sciences expérimentales. La bonne nouvelle, c'est que 9 étudiants guinéens de la première promotion sont admis pour les grandes écoles de Paris et du Maroc. Reportage Francis Coulier. 110 candidats pour environ 50 places à l'école préparatoire de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Il faut être bachelier session 2019 des profils mathématiques et expérimentales avec mention bien pour postuler. Ce test de recrutement est le 3e du genre depuis 2017. Ils vont recevoir des étudiants qui vont faire ce concours dans ce qu'on appelle les classes préparatoires pour les grandes écoles. Et au bout de 2 ans, ils vont faire un concours pour accéder à des grandes écoles d'ingénieurs. Des écoles d'ingénieurs qui peuvent être en France, au Maroc ou en Tunisie. Et il faut dire que dans le cadre de ce programme,
La Guinée aussi, dans quelques années, aura ses classes préparatoires et aura aussi des filières grandes écoles ici. Tout un engouement autour des candidats guinéens qui, selon les encadreurs, s'adaptent mieux aux cours préparatoires des ingénieurs. D'ailleurs, 9 parmi les 21 recrues de 2017 ont décroché leur ticket, les uns pour le Maroc et les autres pour Paris. Depuis les 2 ans de tests déjà réalisés, les étudiants guinéens figurent parmi les meilleurs. Quand ils arrivent à Yamoussoukro, on sent qu'ils viennent en mission. Parfois même on a l'impression même qu'ils sont particulièrement instruits avant de venir pour réussir. Kaba Sitan est l'un des jeunes Guinéens qui font parler d'eux. Âgé de 21 ans, le jeune Sitan est passionné des sciences physiques. Après 2 ans de formation au cours préparatoire de l'INPHB de Yamoussoukro, il est admis pour la grande école centrale de Casablanca au Maroc où il compte poursuivre les études de génie industriel. Bon, c'était pas facile les classes préparatoires. Il faut être très entraîné pour pouvoir s'en sortir. Donc on a passé une excellente formation et à l'issue de ces 2 années de classe préparatoire, on a fait un concours. Bon, il y a un concours qu'on organise au sein de l'école qui est intégré. C'est le cycle ingénieur à Polytechnique ou Feuille-Boigny. Et aussi on fait des concours hors de l'école, c'est-à-dire pour le Maroc et pour la France. Donc j'ai été admis pour l'école centrale Casablanca du Maroc. Le chemin des classes préparatoires marche bien pour la Guinée. Déjà, 9 jeunes Guinéens sont admis pour les grandes écoles d'ingénieurs. 6 pour la France et 3 pour l'école centrale de Casablanca au Maroc. Vacances et loisirs, les Blue Zones enregistrent un grand taux de fréquentation en cette période. Beaucoup de jeunes y vont pour des parties de sport. L'organisation interne au sein de ces Blue Zones permet d'accueillir tous les sportifs. Aboubacar Diaby. Ils sont en vacances et passent du temps entre amis. Les pelouses synthétiques et les parquets aménagés le long du chemin de fer Conakry-Kagbélé leur offrent du terrain de jeu. L'espace est idéal pour leur épanouissement physique et intellectuel. En cette période de vacances, nous avons une grande affluence, surtout pendant la soirée. Vers 17h, 18h, vous avez des jeunes qui viennent voir les films à Canal Olympia, qui viennent jouer au football, qui viennent jouer au basket, qui viennent pour se connecter, qui viennent pour se balader, pour faire du jogging. Donc toutes ces activités réunies font que la Blue Zone bouge pendant les périodes de vacances. À Kaloum, plusieurs académies sportives se succèdent avec leur horte de vacanciers venus des 4 coins du pays. Pour les responsables du site, il en est ainsi depuis 5 ans. Le football est la principale distraction des jeunes pendant ces vacances. Je viens pour m'amuser avec mes camarades parce que c'est un terrain de football. Donc je viens pour jouer et me mettre en forme. Et même si c'est un peu petit, mais on fait avec le foot. Même si sans entraîneur ou avec entraîneur, tu es un joueur. Mais le plus important dans le foot, c'est de jouer. Je viens pour m'entraîner et jouer au foot parce que j'adore le football. Le football est ma passion. L'année prochaine, quand je dois faire le BEPC, je viens au Blue Zone pour m'entraîner. À Yataya, dans la commune de Ratouma, faute de connexion, la Blue Point est déserte. L'animation ici n'est pas intense en dépit du fort besoin. Au niveau de Symphonia, dans la commune de Ratouma, le basketball est à l'honneur. De jeunes talents s'expriment sans encadreur. Salimana Diallo est élève en 5e année. Son rêve est de devenir un basketteur professionnel. J'aime le basket parce que c'est le meilleur jeu pour moi et j'adore. Pendant les vacances, j'aime jouer au basket, je m'entraîne chaque fois à la maison, même à l'école. Je fais des entraînements à l'école parfois les vendredis ou bien les jeudis, les mercredis. Je fais partie aussi de l'N2 Junior à un club de basket qui vient de sortir pour les États-Unis. Dans ces Blue Zones, au-delà des infrastructures sportives, les espaces numériques multifonctionnels attirent et retiennent des jeunes désœuvrés de la capitale. Les zones Wi-Fi, les salles de détente et salles de cinéma donnent les couleurs de gaieté aux vacances.
À l'international, le sommet de Biarritz a pris fin cet après-midi après 2 jours d'échanges. Plusieurs questions ont été abordées, notamment des questions commerciales et le dossier iranien. Le président français qualifie les discussions de positives. C'était lors d'une conférence de presse qu'il a animée conjointement avec Donald Trump. Suivi. Il y avait beaucoup de nervosité au début de ce G7, beaucoup d'attentes, parfois beaucoup de tensions, de conflictualité qui pouvaient être rapportées. Et je peux ici vraiment dire que ce à quoi nous avons tenu ensemble tout particulièrement, c'est qu'un message d'unité, un esprit positif des discussions puisse ressortir, et c'est ce qui est vraiment ressorti de nos échanges sur de nombreux sujets. Sur l'Iran, le président Trump et moi-même avons eu des échanges toutes ces dernières semaines, mais particulièrement ces 2 derniers jours. Nous sommes d'accord pour dire que l'Iran doit respecter ses obligations nucléaires, doit avoir un comportement responsable dans le Golfe et travailler avec nous. Et puis ce matin, le président Rouhani a clairement dit qu'il était prêt à rencontrer tout responsable politique si c'est dans l'intérêt de son pays. De son côté, Donald Trump juge réaliste une rencontre avec son homologue iranien quand les circonstances seront réunies. Le prochain sommet du G7 aura lieu aux États-Unis. On termine avec le début du pèlerinage international chrétien en Terre Sainte. 124 fidèles catholiques chrétiens guinéens effectuent cette démarche religieuse. C'est par la ville de Nazareth qu'a débuté cette tournée religieuse. Envoyés spéciaux Valérie Talimanet, Bernard Tanguilo. Nazareth, ville de la Vierge Marie. C'est ici qu'est née la mère de Jésus. Les pèlerins guinéens se recueillent sur les pas de cette sainte de l'église. Premier sanctuaire visité, la source d'eau où l'ange est apparu à Marie. Prise de panique, la jeune Vierge accourut au domicile familial sur lequel est bâtie cette basilique de l'Annonciation où l'ange est réapparu à Marie pour lui annoncer le choix porté sur elle, celui d'enfanter le Christ. J'ai toujours parcouru ces lieux-là dans la Bible. Aujourd'hui, c'est une grâce, c'est un don de Dieu que je vienne ici marcher dans la réalité de ces lieux que j'ai toujours vus à travers la Bible. Chaque année, de nombreux chrétiens venus de par le monde convergent en ces lieux saints pour prier et fortifier leur foi chrétienne. C'est une grâce pour nous d'être en Terre Sainte. L'intention particulière pour moi aujourd'hui, c'est que la paix règne dans nos différentes familles, la paix règne dans nos services et que la Guinée aille de l'avant. La première journée de ressourcement est marquée par une messe célébrée dans cette basilique de l'Annonciation. Le séjour en Terre Sainte devrait permettre aux pèlerins guinéens de vivre à la fois l'histoire et la foi de l'Église catholique par la découverte de plusieurs symboles, notamment en Israël, Palestine et Jordanie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes que vous pouvez retrouver sur notre site www.rtgcoloma.info. Bonsoir.